Non, pas ce soir, Charles. J'ai mal à la tête. Je m'appelle Charles et j'ai 34 ans. Je travaille comme superviseur d'équipe chez Création Ferrier, une entreprise manufacturière à Paris. Ma femme, Isabelle, répétait ces mêmes mots depuis 3 mois d'affilée. 3 mois à prendre ses distances, à avoir des migraines soudaines, à trouver des excuses pour dormir dans la chambre d'amis. J'étais debout sur le seuil de notre chambre, la regardant se coiffer devant sa coiffeuse. Elle évitait mon regard dans le miroir. La femme que j'avais épousée il y a 5 ans me serrait contre elle quand je rentrais du travail. Maintenant, elle se recroquevillait quand je touchais son épaule. Vous écoutez une belle histoire d'amour et de vengeance. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et commentez de quelle région vous venez. Cela aide beaucoup notre travail. Isabelle, il faut qu'on en parle. De quoi? Elle posa la brosse trop vite. Sa main tremblait légèrement et j'ai remarqué que ses ongles étaient rongés, une habitude qu'elle avait abandonnée des années auparavant. De nous, de ce qui se passe ici. Elle se tourna pour me faire face et pendant une seconde, je vis quelque chose dans ses yeux. De la peur peut-être, ou de la culpabilité. Mais ensuite, elle afficha ce sourire répété qu'elle utilisait dernièrement. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui ne formait pas les petites rides d'expression que j'aimais tant. Il ne se passe rien, Charles. Je suis juste fatigué du travail. Isabelle travaillait comme réceptionniste chez Leroy Électrique dans le centre. Le même emploi qu'elle avait depuis 2 ans. Les mêmes horaires, la même routine. Elle disait toujours qu'elle aimait la prévisibilité, la sécurité de savoir exactement ce que chaque jour apporterait. Pourtant, soudainement, elle était épuisée tous les soirs. Ses cernes semblaient plus profonds, mais son visage avait un éclat étrange, presque comme si elle gardait un secret excitant. « Ça fait 3 mois que tu es fatiguée. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Dubois la semaine prochaine. J'ai peut-être besoin de vitamines ou quelque chose comme ça. » La façon dont elle a dit cela semblait avoir été écrite à l'avance, chaque mot soigneusement choisi. J'ai hoché la tête, mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. L'appartement parut soudain plus petit, les murs plus proches. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du salon, chaque seconde marquant la distance croissante entre nous. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à l'écouter respirer dans le noir. Le son était différent, plus profond, plus lourd. Quand avait-elle commencé à dormir si profondément? Quand avait-elle cessé de parler dans son sommeil? Quand ma femme était-elle devenue une étrangère? Le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la salle de bain à 6 heures, penchée sur les toilettes. Elle ne m'avait pas entendu monter les escaliers. Le son de ses hauts-le-cœur résonnait contre les murs de carrelage froid. « Isabelle ?» Elle se redressa brusquement, s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Son visage était pâle, des gouttelettes de sueur sur son front. « Charles, tu m'as fait peur, tu es malade ?» C'est quelque chose que j'ai mangé hier soir. La nourriture chinoise devait être avariée, mais nous avions mangé le même repas. Je me sentais bien. Je me souvenais parfaitement avoir partagé les nouilles sautées et les nems en riant de quelque chose de stupide à la télévision. Cela semblait être une scène d'une autre vie maintenant. Elle passa devant moi, déjà habillée pour le travail. Un nouveau chemisier que je ne connaissais pas, plus ample que son style habituel. Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Réunion importante avec un client. Je l'ai regardé prendre son sac et ses clés. En 5 ans de mariage, Isabelle n'avait jamais mentionné un seul client par son nom. Leroy Électrique n'était pas ce genre d'entreprise. C'était une petite société de distribution de matériel électrique avec une 12aine d'employés au maximum. Après son départ, je suis resté dans notre cuisine, buvant du café dans la tasse qu'elle m'avait offerte pour notre 3e anniversaire. Il y était écrit en lettres délavées, « Le meilleur mari du monde ». L'ironie ne m'a pas échappé. Quelque chose n'allait pas. Chacun de mes instincts le criait. L'odeur du café semblait trop amère. Le soleil du matin qui entrait par la fenêtre paraissait accusateur. Mais j'avais besoin de preuves avant d'agir. Je n'avais aucune idée à quel point les choses étaient vraiment graves. J'ai rencontré Isabelle au mariage de mon cousin Michel il y a 6 ans. Elle était une amie de la mariée, riant de quelque chose que ma tante avait dit. Quand elle souriait, tout son visage s'illuminait comme une lanterne allumée dans une nuit sombre. J'ai su que je voulais mieux la connaître. Notre relation était simple et honnête. Des dîners dans des restaurants modestes, des excursions le week-end à Fontainebleau, des soirées tranquilles à regarder des films sur son canapé. Elle avait 26 ans à l'époque, travaillant à temps partiel tout en terminant sa licence en administration. J'avais 29 ans, déjà bien établi chez Création Ferrier, prête à construire quelque chose avec quelqu'un.
Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés. Ses parents sont venus de province. Ma famille a rempli 3 bancs. Isabelle portait le collier de perles de ma grand-mère et a pleuré pendant nos vœux. Sa voix tremblait quand elle a dit oui. Et je me souviens avoir pensé que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau que ses larmes coulant sur ses joues. Les 3 premières années ont été bonnes. Nous avons acheté l'appartement de la rue des Acacias avec l'aide de mon père, qui a travaillé toute sa vie dans le bâtiment et m'a appris la valeur de posséder quelque chose de solide. Isabelle a planté des roses dans la jardinière du balcon. J'ai réparé la douche et peint les murs d'un ton de bleu qu'elle avait choisi après 3 visites différentes au magasin de peinture. Nous parlions d'enfants. Pas tout de suite, mais un jour. Isabelle voulait d'abord établir sa carrière. Je respectais cela. Nous avions le temps, ou du moins je le pensais. Mais cette année, les choses ont changé de manière que je ne pouvais pas nommer. De petites choses au début. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a arrêté de laisser des mots dans ma gamelle. Elle a commencé à travailler tard 2 fois par semaine, puis 3. Quand j'ai suggéré de dîner chez Giovanni, notre restaurant italien préféré, elle a dit qu'elle n'avait pas envie de nourriture lourde. Quand j'ai acheté des billets pour voir le PSG jouer, elle s'est souvenue d'un engagement professionnel. Quand ma sœur Victoire nous a invités pour le déjeuner du dimanche, Isabelle avait soudainement des plans avec son amie de fac, Sophie. L'intimité a disparu progressivement, puis d'un seul coup. D'abord, elle était trop fatiguée, puis trop stressée, puis trop occupée à planifier un objectif futur indéfini. Quel objectif? Avais-je demandé il y a 2 semaines. Juste des choses, Charles. Tu ne comprendrais pas. Ça a fait mal. Ça a fait mal comme un coup de couteau lent entre les côtes. En 5 ans, elle ne m'avait jamais rejeté de cette façon, comme si j'étais un étranger incapable de comprendre sa vie complexe. J'ai commencé à prêter attention aux détails. Son téléphone toujours face contre table maintenant. Son emploi du temps soudainement imprévisible. Ses vêtements plus neufs et plus chers que son salaire ne devraient le permettre. Une fois, j'ai vu une étiquette de prix oubliée sur un chemisier. La valeur m'a fait déglutir. Mercredi dernier, elle est rentrée à la maison sentant l'eau de Cologne. Pas la mienne. L'odeur était boisée, chère, marquante. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit que l'ascenseur du bureau était en panne et qu'elle avait dû partager un trajet avec un collègue nommé David. David de la compta. Non, David de l'entrepôt. Mais Leroy Électrique n'avait pas d'entrepôt. Je le savais parce que j'y avais déposé le déjeuner oublié d'Isabelle une fois. Le bâtiment était strictement composé de bureaux, un rez-de-chaussée et 2 autres étages de salles administratives. Le mensonge est resté entre nous comme une 3e personne au dîner. Cette nuit-là, elle a de nouveau dormi dans la chambre d'amis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me déranger avec ses mouvements incessants. Je commençais à réaliser que ma femme était une étrangère. La question était, qui était-elle devenue? La vérité m'a frappé un jeudi après-midi, début octobre. J'organisais nos archives, cherchant les papiers de garantie du réfrigérateur quand j'ai trouvé le reçu. Il était glissé derrière nos documents d'assurance, plié en tout petit comme si quelqu'un avait essayé de le cacher. Le planning familial, unité d'un arrondissement du Sud, daté d'il y a 6 semaines. Mes mains sont devenues glaciales. Le papier semblait me brûler les doigts. Le reçu était pour un test de grossesse et une consultation. Résultat positif documenté en petite écriture clinique. Il y a 6 semaines, c'était exactement le moment où Isabelle avait cessé de vouloir que je la touche, quand les maux de tête pratiques ont commencé, quand notre chambre est devenue un territoire interdit. Je me suis assis sur notre lit, fixant ce morceau de papier. Tout a soudain pris sens, les nausées matinales qu'elle essayait de cacher. L'aversion soudaine pour le vin au dîner, elle qui adorait son verre de rouge le samedi. La façon dont elle protégeait son ventre quand elle m'enlaçait pour me dire au revoir. Ma femme était enceinte. Mais nous n'avions pas été intimes depuis 3 mois. Le calcul était simple et brutal. Isabelle portait l'enfant d'un autre homme. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté assis là, laissant la réalité s'installer dans mes os comme du ciment frais qui durcit. La femme que j'aimais, la femme avec qui j'avais construit une vie, m'avait trahi de la manière la plus profonde possible. Et elle prévoyait de faire passer l'enfant d'un autre pour le mien. Le ventilateur de plafond tournait en cercle lent au-dessus de moi. J'ai compté chaque rotation, essayant de traiter l'impensable. 23 rotations avant de pouvoir à nouveau respirer normalement. J'ai pensé à la confronter immédiatement, à exiger des réponses, à la faire admettre ce qu'elle avait fait. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'orgueil, peut-être la stratégie.
Ou peut-être que j'avais juste besoin de temps pour comprendre comment respirer à nouveau. Au lieu de cela, j'ai remis le reçu exactement là où je l'avais trouvé. Je l'ai plié avec le même soin méticuleux qu'Isabelle avait utilisé, chaque pli parfaitement aligné. Si elle voulait jouer à ce jeu, je jouerais aussi. Mais je jouerais pour gagner. Cette nuit-là, Isabelle est rentrée avec de la nourriture chinoise à emporter et a agi comme si rien n'avait changé. Elle a même suggéré que nous regardions un film ensemble, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, s'installant à côté de moi sur le canapé. La chaleur de son corps si proche me fit me sentir à la fois réconforté et trahi. « Bien, ai-je répondu. « Et la tienne ?» ?»« Chargée. Le docteur Dubois veut faire quelques examens la semaine prochaine. Juste une routine. » J'ai hoché la tête et souri, mais à l'intérieur, je planifiais déjà. Le film passait à l'écran, une comédie romantique stupide, mais je ne traitais rien. Mon esprit traçait des mouvements comme dans une partie d'échecs, pensant 3, 4, 5 coups à l'avance. Si Isabelle pensait qu'elle pouvait me manipuler, elle avait tort. Si elle pensait que j'élèverais l'enfant d'un autre homme sans connaître la vérité, elle se trompait aussi. J'ai toujours été patient. C'était l'une de mes forces. Isabelle disait que c'était ce qu'elle aimait le plus chez moi, ma façon de réfléchir avant d'agir. Elle était sur le point d'apprendre exactement à quel point je pouvais être patient, et à quel point cette patience pouvait devenir létale lorsqu'elle était transformée en arme. Le jeu avait commencé, et Isabelle n'avait aucune idée que j'avais déjà 3 coups d'avance. 2 semaines après avoir trouvé le reçu, j'ai fait mon premier mouvement. Isabelle, j'ai pensé à ce que tu as dit sur le fait de fonder une famille. Elle leva les yeux de son assiette d'œufs, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nous prenions le petit déjeuner un samedi matin, chose que nous n'avions pas faite depuis des mois. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, créant des motifs dorés sur la nappe à carreaux que ma mère nous avait offerte en cadeau de mariage. Quoi à ce sujet? Peut-être qu'on devrait arrêter d'attendre. Peut-être qu'on devrait essayer maintenant. La couleur quitta son visage. Elle posa délicatement sa fourchette sur l'assiette, comme si elle pouvait se casser. Le son du métal contre la porcelaine résonna trop fort dans le silence soudain. « Maintenant, Charles, je pensais que nous avions convenu d'attendre que j'obtienne cette promotion. » « Quelle promotion? Tu n'as jamais mentionné de promotion. » J'ai laissé la question flotter dans l'air entre nous, observant chaque micro-expression sur son visage. Elle tripota sa serviette, pliant et dépliant les coins. « Eh bien, ce n'est pas encore officiel, mais M. Fournier a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un poste de direction bientôt. » Un autre mensonge. J'avais appelé Leroy Électrique vendredi, en prétendant être un fournisseur. Il n'y avait pas de M. Fournier. L'entreprise comptait 12 employés au total que je pouvais tous nommer. J'avais noté chaque nom sur une liste, vérifié 2 fois. Fournier n'y figurait pas. Combien de temps penses-tu que ça prendra? Je ne sais pas. Peut-être 6 mois, peut-être plus. 6 mois. Exactement le moment où sa grossesse deviendrait impossible à cacher. Quand son ventre commencerait à vraiment grossir. Quand les vêtements amples ne suffiraient plus. Je pense qu'on devrait essayer maintenant, ai-je insisté en me penchant en avant. On ne rajeunit pas. Mon père disait toujours que le bon moment, c'est quand on décide que ça l'est. Et j'ai décidé. Isabelle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de la cuisine. Le son était comme des ongles sur un tableau noir, me faisant grincer des dents. Je dois prendre une douche. Sophie et moi allons faire du shopping aujourd'hui. Tu rentres à quelle heure? Je ne sais pas. Tard. L'odeur de son shampoing flottait dans l'air après son départ, cet arôme de fraise qui me faisait autrefois sourire. Maintenant, il ne me rappelait que tous les mensonges enveloppés dans un parfum sucré. Après son départ, je suis resté assis dans ma voiture dans le garage pendant 20 minutes à réfléchir. Le volant était chaud sous mes mains, le cuir chauffé par le soleil parisien. Puis j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque publique sur l'avenue des Champs-Élysées et j'ai utilisé leur ordinateur. Je ne pouvais pas risquer de laisser des traces dans mon historique de navigation à la maison. J'ai cherché des détectives privés, des avocats spécialisés en divorce, des procédures de test ADN. J'ai tout noté dans un bloc-notes, écrivant tout avec mon écriture soignée. Chaque mot était une arme que je forgeais, chaque information une munition pour la bataille à venir. Quand Isabelle est rentrée ce soir-là, j'avais un plan. Comment s'est passé le shopping? Ai-je demandé sans lever les yeux du journal que je faisais semblant de lire. Bien, Sophie m'a aidé à choisir quelques nouveaux vêtements pour le travail. Elle m'a montré un sac des Galeries Lafayette, 3 chemisiers amples,
et un pantalon à taille élastique. Des vêtements de maternité déguisés en vêtements normaux. Je connaissais les techniques. Ma sœur Victoire avait utilisé les mêmes lorsqu'elle était enceinte de ses jumeaux. « Ils sont jolis, ai-je dit. Les couleurs te vont bien. » Cette nuit-là, elle a dormi dans notre lit pour la première fois depuis des semaines. Elle m'a même laissé la serrer dans mes bras, bien qu'elle se soit tendue quand j'ai touché son ventre. J'ai senti une légère rondeur là, presque imperceptible. Plus réelle que n'importe quel reçu ne pourrait l'être. Charles. Oui, tu penses parfois à l'avenir? À comment tu veux que notre vie soit? Tout le temps. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine. Chaque battement un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Qu'est-ce que tu vois? Je suis resté silencieux un long moment, choisissant mes mots comme si je choisissais des pierres pour construire un mur. Je vois de l'honnêteté, ai-je finalement dit. Je vois deux personnes qui se font entièrement confiance. Sans secret, sans mensonge. Elle est restée silencieuse après ça. Je pouvais sentir sa respiration changer, devenir plus superficielle. Dans l'obscurité de la chambre, on aurait dit que nous étions à des kilomètres l'un de l'autre, bien que nos corps se touchent. Le lundi suivant, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai conduit jusqu'au centre de Paris. J'ai rencontré une avocate nommée Patricia Duval, spécialisée en droit de la famille. Elle avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants et des yeux bienveillants qui avaient probablement vu toutes sortes de trahisons. Son bureau sentait le vieux café et le papier, l'odeur des réalités qui se défont et se refont. « J'ai besoin de connaître mes options », lui ai-je dit. Elle a écouté pendant que j'expliquais la situation. La grossesse, la chronologie, les mensonges, chaque mot qui sortait de ma bouche rendait tout plus réel, plus douloureusement concret. « Voulez-vous sauver votre mariage ?» demanda-t-elle, les mains jointes sur son bureau en acajou poli. « Je veux d'abord connaître la vérité. Sans vérité, il n'y a pas de mariage à sauver. » Elle a hoché la tête. « Faites le test ADN, mais soyez malin. Ne lui laissez pas savoir que vous la soupçonnez avant d'avoir des preuves. Et pour le timing, si elle en est à 6 semaines, le test ADN peut être fait à partir de 9 semaines par une simple prise de sang, de manière non invasive. Elle ne le saurait jamais, à moins de chercher spécifiquement dans les dossiers médicaux. Mais ça coûtera cher, et vous devez être prêt à ce que vous pourriez découvrir. Je suis déjà prêt, ai-je menti. Personne n'est jamais vraiment prêt à voir sa vie détruite. J'ai quitté son bureau avec des cartes de visite et des brochures, tout ce dont j'avais besoin pour me protéger légalement. Mais d'abord, je devais laisser Isabelle abattre ses cartes. Je devais la laisser se sentir en sécurité, confiante, victorieuse. Ce n'est qu'alors que je renverserai la table. Ce soir-là, elle était inhabituellement affectueuse. Elle a préparé mon plat préféré, un bœuf bourguignon. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et a vraiment écouté la réponse, ses yeux dans les miens hochant la tête au bon moment. C'était une performance magistrale. « Je t'aime, Charles », a-t-elle dit pendant que nous nettoyions la cuisine. La mousse du liquide vaisselle formait des bulles irisées sous la lumière fluorescente. « Je t'aime aussi ». C'était la vérité, ce qui rendait tout plus difficile. J'aimais toujours la femme que j'avais épousée, mais cette femme avait peut-être été un mensonge depuis le début, ou peut-être avait-elle existé une fois et avait simplement disparu, remplacée par cette étrangère qui partageait son visage. 3 jours plus tard, Isabelle a fait une annonce. « Je vais rendre visite à ma sœur Hélène à Marseille ce week-end. Elle a des problèmes de couple. J'ai besoin d'être là pour elle. » Isabelle n'avait pas de sœur nommée Hélène. Elle avait une sœur, Patricia, qui vivait à Bordeaux et était heureuse en mariage depuis 8 ans. J'avais parlé à Patricia le mois dernier pour l'anniversaire de la mère d'Isabelle. Elle avait mentionné des projets de voyage à Disneyland. Pas de problèmes conjugaux. « Tu restes combien de temps ?»« Juste samedi et dimanche. Je prends la route samedi matin et je reviens dimanche soir. » J'ai hoché la tête comme si je la croyais. « Embrasse Hélène pour moi, dis-lui que je pense à elle. » Ce samedi-là, je l'ai suivie. Je me sentais comme un personnage de ces séries télévisées qu'Isabelle aimait regarder, gardant 3 voitures de distance sur le périphérique, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball comme une sorte de détective amateur. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bruit du moteur. Isabelle n'a pas conduit vers Marseille. Elle a conduit 30 minutes jusqu'à un quartier résidentiel de Versailles et s'est garée devant une maison modeste de la rue des Lys. Un homme est sorti pour l'accueillir, grand, athlétique, cheveux foncés avec quelques mèches grises sur les tempes. Il l'a embrassée sur le seuil, comme s'il l'attendait, comme si elle était à sa place là. Le baiser était long, intime,
Le genre de baiser qu'elle ne me donnait plus depuis des mois. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai pris des photos avec mon téléphone. La plaque d'immatriculation de son pick-up rouge, le numéro de la maison, la façon dont Isabelle s'est fondue dans ses bras comme si elle y appartenait, comme si c'était sa vraie maison. Chaque photo était un coup de poignard, mais j'ai continué à cliquer. Des preuves. J'avais besoin de preuves. Ils sont entrés ensemble. J'ai attendu 2 heures, assis dans la chaleur étouffante de la voiture. Le soleil tapait sur le pare-brise, transformant l'intérieur en sauna. La sueur coulait dans mon dos, mais je ne pouvais pas allumer la climatisation et risquer d'attirer l'attention. Alors je suis resté là, à cuire, à regarder, à attendre. Finalement, je suis rentré chez moi. Chaque kilomètre du retour semblait plus long que le précédent. Ce soir-là, j'ai cherché l'adresse. La maison appartenait à un certain Théo Martin, 36 ans, employé comme entrepreneur chez Bâtiment Martin & Fils. Pas d'épouse mentionnée dans les registres publics, pas d'enfant. Célibataire, libre, disponible pour détruire des mariages. Isabelle est rentrée dimanche soir avec des sacs de shopping des magasins, d'usines de Marseille et des histoires sur les problèmes de couple d'Hélène. Elle envisage une thérapie de couple, a dit Isabelle, en sortant un nouveau foulard du sac. Je lui ai dit que ça pourrait aider, que la communication est essentielle. L'hypocrisie était stupéfiante. Tu lui as parlé de nous, de nos projets de fonder une famille. Isabelle a hésité juste une seconde. Non, le moment ne semblait pas opportun. Elle est si fragile en ce moment. Lundi matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et je suis retourné à Versailles. J'ai attendu de l'autre côté de la rue des Lys jusqu'à ce que Théo Martin parte à 7h30, puis je l'ai suivi. Il s'est arrêté dans un café de l'avenue de l'Industrie. Je suis entré après lui et j'ai commandé un café. 2 personnes derrière lui dans la file. L'odeur de café frais et de pain grillé aurait dû être réconfortante, mais j'avais l'estomac noué. Il était au téléphone, parlant à voix basse. J'ai capté des bribes de la conversation. Elle a dit à son mari qu'elle veut commencer à essayer, encore quelques semaines, avant qu'elle puisse lui dire. Le bébé semblera être le sien si on synchronise bien. Mon café avait un goût de cendre. Je l'ai laissé sur le comptoir et je suis sorti. L'air extérieur semblait plus pur, mais mes poumons n'arrivaient toujours pas à prendre assez d'air. L'image devenait plus claire. Isabelle et Théo avaient un calendrier. Elle me garderait en haleine encore quelques semaines, puis annoncerait la grossesse comme une heureuse surprise. D'ici là, elle serait suffisamment avancée pour que les dates semblent raisonnables. On s'attendrait à ce que je célèbre, que je sois excité de devenir père, que je commence à planifier notre avenir ensemble. Pendant ce temps, j'élèverais le fils de Théo Martin et je ne saurais jamais la vérité. Sauf si je mettais fin à ça avant. Et j'allais le faire. Cet après-midi-là, j'ai pris des rendez-vous. D'abord avec un détective privé nommé Robert Martel, spécialisé dans les cas d'infidélité. Puis avec un laboratoire de tests ADN qui offrait des services discrets. En combien de temps pouvez-vous avoir les résultats? Ai-je demandé au technicien de laboratoire. Une fois que nous avons les échantillons, 48 heures pour un test de paternité standard. Et vous pouvez le faire sans que la mère le sache? Tant que vous êtes le mari légal et que vous pouvez fournir des échantillons de vous et de l'enfant, oui, mais l'enfant n'était pas encore né. Et j'avais besoin de preuves avant qu'Isabelle ne fasse son annonce. J'avais une option. C'était risqué, mais c'était le seul moyen de devancer son calendrier. J'allais faire croire à Isabelle que je ne me doutais de rien tout en rassemblant suffisamment de preuves pour détruire complètement son histoire. Et quand le moment viendrait, quand elle révélerait enfin son grand mensonge, je serais prêt avec ma propre révélation. L'opportunité s'est présentée le jeudi suivant. Isabelle avait une autre réunion tardive prévue au travail. Je savais maintenant que cela signifiait une autre visite à Théo Martin. Cette fois, j'étais prêt. J'avais passé la semaine à me préparer. Robert Martel, le détective privé, m'avait fourni un tracker GPS plus petit qu'une pièce de monnaie. Je l'ai fixé sur la voiture d'Isabelle pendant qu'elle prenait sa douche ce matin-là, mes mains tremblant légèrement pendant que je travaillais. J'ai également installé un logiciel sur notre ordinateur portable partagé qui suivrait son activité sur Internet. Et j'ai ouvert un compte bancaire séparé à mon seul nom. Je devais protéger mes actifs, car lorsque cette bombe exploserait, je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais construit. Quand Isabelle est partie pour sa réunion, je lui ai donné 10 minutes d'avance. Puis j'ai commencé à suivre le signal GPS sur mon téléphone. Elle est allée directement à la maison de la rue des Lys. Je me suis garé à 4 pâtés de maison et je suis revenu à pied, restant dans l'ombre des arbres qui bordaient la rue. À travers la fenêtre du salon,
Je pouvais les voir ensemble sur le canapé. La tête d'Isabelle sur son épaule, sa main posée sur son ventre, sur mon fils. Non, pas mon fils, son fils, qu'ils ressemblaient à un couple planifiant leur avenir. Mon avenir, celui qui m'était volé. J'ai pris des photos sous plusieurs angles. Des photos claires de leur visage, avec horodatage prouvant quand Isabelle était censée être au travail. La lumière dorée du crépuscule les illuminait parfaitement, comme si l'univers conspirait pour me donner les preuves dont j'avais besoin. Puis, je suis retourné à ma voiture et j'ai appelé Robert Martel. J'ai besoin que vous fassiez une enquête complète sur Théo Martin, ai-je dit. Antécédents professionnels, relations antérieures, dossiers financiers, tout. Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Assez loin pour savoir à qui j'ai affaire. Assez loin pour le détruire si nécessaire. Le lendemain matin, Isabelle était inhabituellement silencieuse au petit déjeuner. Elle picorait son toast et vérifiait constamment son téléphone. L'écran illuminait son visage à chaque fois, montrant des messages qu'elle cachait rapidement. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui, juste fatigué. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Peut-être que tu devrais prendre un jour de congé. Te reposer. » Elle leva brusquement les yeux. « Pourquoi dis-tu ça? Tu as travaillé si dur dernièrement. Toutes ces réunions tardives, elles sont importantes pour ma carrière, Charles. Je sais, je suis fier de toi. » Le mensonge venait facilement maintenant. J'apprenais à égaler sa tromperie avec la mienne. Cet après-midi-là, Robert Martel a appelé avec des résultats préliminaires. Le petit ami de votre femme a un passé intéressant, a-t-il dit. 3 relations précédentes qui se sont mal terminées. 2 appels pour tapage domestique à son adresse au cours des 5 dernières années. Et il est actuellement au chômage. Au chômage, mais je l'ai vu partir au travail. Il a été licencié de bâtiment Martin & Fils il y a 6 semaines. Pensions alimentaires en souffrance pour une ex-petite amie à Lyon. Il a 3 mois de retard sur son hypothèque. Il y a 6 semaines, exactement au moment où Isabelle est tombée enceinte. Quand son monde parfait a commencé à s'effondrer et qu'elle a décidé que je serais la solution. Le pigeon fiable, le mari stupide qui élèverait l'enfant d'un autre homme et paierait les factures pendant qu'elle et son amant riraient dans mon dos. Envoyez-moi tout ce que vous avez, ai-je dit. Ce soir-là, Isabelle a annoncé qu'elle allait faire des réservations pour dîner samedi soir. Quelque part de spécial, a-t-elle dit. J'ai quelque chose à te dire. De bonnes nouvelles, j'espère. Elle a souri de ce sourire répété. De très bonnes nouvelles, samedi. Cela me donnait 2 jours pour faire mes préparatifs finaux. 2 jours pour m'assurer que lorsque Isabelle lâcherait sa bombe, je serais prêt avec une bien plus grosse. J'ai passé le vendredi après-midi au laboratoire de test ADN, apprenant exactement ce dont j'aurais besoin. Un échantillon de cheveux d'Isabelle suffirait pour confirmer la paternité une fois le bébé né. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus immédiat. La technicienne de laboratoire, une femme nommée Dr Laurent, m'a expliqué mes options. Ses lunettes reflétaient la lumière fluorescente pendant qu'elle feuilletait des papiers. Si votre femme est disposée à faire un test de paternité prénatale non invasif, nous pouvons avoir des résultats en 72 heures. Cela nécessite une simple prise de sang et un prélèvement buccal du père potentiel. Et si elle n'est pas disposée, alors vous attendez que le bébé naisse. Mais étant donné ce que vous m'avez raconté sur les circonstances, je vous recommanderais de chercher un conseil juridique sur la manière de gérer la révélation. J'avais déjà un conseil juridique. Patricia Duval avait été très claire sur ce que je devais faire pour me protéger. Tout documenter, rassembler des preuves irréfutables et synchroniser la révélation parfaitement pour un impact juridique maximal. J'ai passé un dernier appel à Robert Martel le samedi matin. J'ai besoin d'un dossier complet sur Théo Martin pour ce soir. Ai-je dit. Photos, dossier d'emploi, casier judiciaire, tout. Vous pouvez le faire. Considérez que c'est fait. D'ailleurs, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Quoi? Il a une autre petite amie, une serveuse à Boulogne-Billancourt. Ils sont ensemble depuis 8 mois, à peu près au même moment où il a commencé avec votre femme. On dirait que Don Juan aime garder plusieurs options ouvertes. Le fils de pute. Il n'était même pas fidèle à Isabelle tout en détruisant mon mariage. L'ironie serait comique si elle n'était pas si tragique. Isabelle n'avait aucune idée que son plan parfait était sur le point de s'effondrer. Et quand il s'effondrerait, je m'assurerais qu'elle perde tout. Samedi soir, Isabelle a choisi chez Giovanni pour le dîner, le même restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 6 ans. Le choix n'était pas une coïncidence. Elle construisait un récit,
créant un moment qui semblerait romantique et significatif lorsqu'elle raconterait l'histoire plus tard. Notre histoire de comment nous avons annoncé que nous allions être parents. Elle portait une nouvelle robe bleue et s'était fait coiffer au salon. Son parfum était différent, plus cher, quelque chose que Théo lui avait probablement offert. Elle était belle et nerveuse, comme une femme sur le point de changer sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Nous avons commandé nos plats habituels. Escalope milanaise pour elle, lasagne pour moi. Mais elle a à peine touché à sa nourriture. Ses doigts tapotaient sur la table. Ses yeux fuyaient les miens, puis y revenaient. La bougie entre nous projetait des ombres dansantes sur son visage, la faisant ressembler à une étrangère. « Charles, j'ai quelque chose de merveilleux à te dire. »« Quoi ?» J'ai fait en sorte que ma voix paraisse curieuse, même pleine d'espoir. Un acteur accompli maintenant. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa paume était moite de sueur, et je pouvais sentir son pouce accélérer à travers la peau fine de son poignet. Nous allons avoir un bébé. J'ai eu l'air surpris, même choqué. Vraiment? J'ai fait le test hier. Nous sommes enceintes. Charles, après tout ce temps à essayer, c'est finalement arrivé. Le mensonge était si lisse, si répété. Elle l'avait probablement pratiqué pendant des semaines, testant chaque mot, chaque intonation. Après tout ce temps à essayer, comme si nous avions essayé, comme si elle n'avait pas passé 3 mois à m'éviter. Isabelle, c'est incroyable. Quand est-ce arrivé? Pour quand est-ce que c'est prévu? Le médecin pense que j'en suis à environ 6 semaines. Donc le bébé devrait naître à la fin du printemps, peut-être en avril ou en mai, 6 semaines, exactement dans les temps. Calculé parfaitement pour que je ne puisse pas faire le calcul et réaliser l'impossibilité. Je me suis levé et je l'ai embrassé sur le front. C'est la meilleure nouvelle de toutes. On devrait fêter ça. J'ai déjà commandé du champagne, a-t-elle dit, le sourire illuminant son visage. Enfin, du cidre pétillant pour moi, bien sûr. Elle a posé la main sur son ventre d'une manière protectrice, maternelle. Cette performance était impeccable. Le serveur a apporté les boissons. Isabelle a levé son verre, rayonnante. « À notre avenir », a-t-elle dit. « À notre avenir, ai-je convenu. » Puis j'ai glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai posé une enveloppe brune sur la table entre nous. Son sourire a vacillé. « Qu'est-ce que c'est ?» Ouvre. Ses mains tremblaient en soulevant le rabat. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Isabelle et Théo Martin s'embrassant sur le seuil de sa maison. Isabelle et Théo à travers la fenêtre, enlacés sur le canapé. La voiture d'Isabelle garée devant son adresse à 3 occasions différentes avec des horodatages clairs. Était également inclus le dossier d'emploi de Théo, montrant qu'il avait été licencié. Son casier judiciaire. Ses obligations de pension alimentaire en souffrance. Et en bas, un formulaire d'autorisation de test ADN avec ma signature déjà apposée. Le visage d'Isabelle est devenu blanc comme du papier. L'enveloppe a glissé de ses doigts. Les photographies se sont étalées sur la table comme des cartes à jouer, chacune révélant une nouvelle couche de trahison. « Charles, je peux expliquer. » Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. « Tu peux expliquer comment tu es tombée enceinte pendant les 3 mois où nous n'avons pas été intimes? Tu peux expliquer pourquoi tu as menti sur le fait de travailler tard? Tu peux expliquer Théo Martin ?» Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, maculant son maquillage soigneusement appliqué. Mais je ne ressentais aucune pitié, juste une froideur qui s'était installée dans ma poitrine des semaines auparavant. Je sais déjà tout, Isabelle, tout. Je sais pour la grossesse depuis que j'ai trouvé le reçu du planning familial il y a 1 mois. Je sais pour Théo. Je sais qu'il est au chômage. Je sais qu'il doit une pension à une autre femme. Je sais que tu prévoyais de faire passer son fils pour le mien. Les gens aux tables voisines ont commencé à regarder. Les voix se sont tues. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin de la bouche. Mais je m'en fichais. Laissez-les regarder. Laissez-les voir qui elle était vraiment. Je sais même, ai-je continué en me penchant en avant, que Théo a une autre petite amie, une serveuse à Boulogne-Billancourt. 8 mois ensemble. Donc tu n'es même pas spécial pour le traître. Non, le mot est sorti comme un gémissement. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tout est là. J'ai montré les photos éparpillées. Des photos de lui avec l'autre femme aussi. Tu n'es qu'une parmi d'autres, Isabelle, et il t'utilisait autant que tu m'utilisais. Ce n'est pas vrai. Je l'aime. Il m'aime. Il aime ton salaire stable. Il aime avoir quelqu'un pour l'aider avec ses factures. Il aime avoir quelqu'un d'assez stupide pour croire à ses mensonges. Tout comme tu pensais que j'étais assez stupide pour croire au tien. Elle sanglotait maintenant. Tout son corps tremblait.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Charles. Je suis tombée amoureuse. Il me faisait me sentir vivante à nouveau. Alors tu as détruit notre mariage parce que tu t'ennuyais. Parce que tu avais besoin d'excitation, ma voix montait maintenant. Des années de douleur et de trahison se déversant. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu être honnête. Nous aurions pu divorcer comme des adultes. Mais à la place, tu as choisi ça. Tu as choisi de me tromper. Tu as choisi d'essayer de me faire élever l'enfant d'un autre homme. Je suis désolé. Mon Dieu, Charles, je suis tellement désolé. La seule question maintenant, dis-je calmement, est de savoir si tu veux gérer ça discrètement ou compliquer les choses. Parce que j'ai un avocat, j'ai des preuves, j'ai tout ce qu'il faut pour m'assurer que tu n'obtiennes rien dans ce divorce. Absolument rien. Isabelle a essayé de s'enfuir. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise est tombée en arrière avec un fracas qui a résonné dans tout le restaurant. Tout le monde regardait maintenant, sans aucune prétention de discrétion. Elle a trébuché entre les tables, sa robe bleue flottant, des sanglots déchirant sa gorge. Je l'ai rattrapée sur le parking. Elle était assise sur le trottoir à côté de sa voiture, pleurant dans ses mains. L'éclairage du parking projetait une lumière crue et fluorescente, enlevant toute beauté à la scène. Il n'y avait pas de romantisme ici, pas de musique de fond, pas de fin heureuse. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle sans lever les yeux. Sa voix était rauque, brisée. Quelle partie? L'aventure ou le fait d'être prise? Elle a levé le visage, les yeux rouges et gonflés. Je pensais que je pourrais faire en sorte que ça marche. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Je pensais que nous pourrions être une famille bâtie sur des mensonges, sur la trahison. Tu pensais vraiment que j'étais si stupide que ça? Non, Charles. Je pensais que j'étais plus maligne, et ça a été ma perte. Le silence plana entre nous, lourd et final. Au loin, je pouvais entendre le trafic de l'avenue des Champs-Élysées, la vie continuant normalement tandis que la mienne s'effondrait. « Est-ce que tu m'as jamais aimé ?» ai-je finalement demandé. La question qui m'avait tourmenté pendant des semaines. Oui, au début, oui. Tu étais bon, Charles. Gentil, stable. Tout ce que je pensais vouloir, mais ce n'était pas suffisant. Non, finalement, ça ne l'était plus. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de la main, étalant le mascara. Et je n'ai aucune excuse pour ça. Ce n'était pas ta faute. C'était la mienne. Ma faiblesse. Mon égoïsme. Au moins, maintenant, tu es honnête. Elle a eu un rire amer. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Ah oui, des années trop tard. Je me suis levé pour partir, mais elle a attrapé ma main. Charles, attends. Le bébé, ce n'est pas mon problème. C'est le tien. Et celui de Théo. Bonne chance avec ça. J'ai retiré ma main et je me suis dirigé vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand je l'ai entendu crier mon nom. Pas quand j'ai entendu ses sanglots redoubler. Pas quand j'ai démarré le moteur et que j'ai quitté le parking. C'était fini. Enfin fini. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi suivant. Patricia Duval avait tout préparé à l'avance. Isabelle a déménagé cette même semaine, ne prenant que ses effets personnels. J'ai gardé l'appartement, les meubles, tout. Elle n'a pas contesté. Elle ne pouvait pas contester. Pas avec toutes les preuves que j'avais. Théo Martin a essayé de me contacter une fois. Un appel tard dans la nuit. Sa voix pâteuse et belliqueuse. Prétendant qu'Isabelle avait dit que nous étions déjà séparés quand ils se sont rencontrés. Prétendant qu'il ne savait pas qu'elle était mariée. Vous mentez, ai-je dit calmement. J'ai des enregistrements de vous parlant de son mari. J'ai des photos datées. J'ai tout. Alors arrêtez de m'appeler ou j'envoie tout à la police et à la mère de votre autre enfant à Lyon. Il a raccroché. Il n'a plus jamais appelé. Les semaines se sont transformées en mois. La grossesse d'Isabelle avançait. Mais ce n'était plus ma préoccupation. Elle a essayé de me bloquer quand j'ai demandé le test ADN après la naissance. Mais j'avais des droits légaux en tant que mari techniquement encore marié au moment de la conception. Patricia Duval a été implacable sur ce point. Le bébé est né en mai, un garçon. Isabelle l'a nommé Lucas. Elle a essayé de m'empêcher d'être à l'hôpital, mais la loi était de mon côté. Je ne suis pas entré dans la salle d'accouchement. Je n'ai pas tenu le bébé. J'ai juste fourni mon échantillon d'ADN et j'ai attendu les résultats. Cela a pris 48 heures. 48 heures d'incertitude finale. Même si je connaissais déjà la vérité dans mon cœur. Mais j'avais besoin de la confirmation officielle, noir sur blanc, indéniable. Les résultats ont confirmé ce que je savais déjà. Fils de Théo Martin. Probabilité de paternité de 0% pour moi. Quand j'ai montré les résultats à Isabelle, elle était assise dans un lit d'hôpital, tenant Lucas. Le bébé avait les yeux de Théo.
son menton. C'était évident maintenant, impossible à nier. « Tu vas toujours le poursuivre » demanda-t-elle doucement. « Pour fraude. Pour avoir essayé de me faire élever un enfant qui n'était pas le mien ? Non, ai-je répondu. Tu vas souffrir assez. Vivre avec les choix que tu as faits sera une punition suffisante. » Et j'avais raison. Isabelle et Théo ont duré 8 mois après la finalisation du divorce. Elle a découvert l'autre petite amie 3 mois après la naissance de Lucas. Elle a découvert qu'il avait menti sur tout, sur ses perspectives d'emploi, sur son passé, sur ses sentiments pour elle. Il utilisait les 2 femmes, prenant ce qu'il pouvait de chacune. Quand elle l'a confronté, il est simplement parti, la laissant avec un nouveau-né et sans pension alimentaire. Elle a essayé de le poursuivre, mais il avait disparu. Il avait déménagé dans un autre État, peut-être, ou simplement dans une autre ville. Les hommes comme Théo étaient doués pour disparaître quand les responsabilités se présentaient. Isabelle m'a appelé en pleurant une nuit, environ 1 an après le divorce. Il était presque 2 heures du matin. J'étais presque endormi quand le téléphone a sonné. Le son strident dans le silence de mon nouvel appartement. « Charles, c'est moi. » J'ai reconnu la voix immédiatement, bien qu'elle soit plus fatiguée, plus vaincue que dans mon souvenir. « Qu'est-ce que tu veux, Isabelle ? Je voulais juste dire que je suis désolé, que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie, que tu méritais mieux. » Oui, je le méritais. Il y a eu un long silence. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant ? » Parce que Lucas a de la fièvre et que je n'ai pas d'argent pour le médecin. Parce que je travaille 2 emplois et que j'arrive à peine à payer le loyer. Parce que Théo est parti et que je n'ai personne et que j'ai tout gâché et j'avais juste besoin d'entendre ta voix. Je comprends, ai-je dit. Et je comprenais. Je comprenais qu'elle avait tout perdu. Sa sécurité, son avenir, sa dignité. Les choix qu'elle avait faits avaient des conséquences. Et maintenant, elle vivait avec. Pourras-tu me pardonner un jour ? J'y ai pensé. Le pardon était compliqué. Pardonner ne signifiait pas oublier. Ça ne voulait pas dire que nous redeviendrions ce que nous étions. Ça signifiait simplement laisser aller la colère, laisser partir le poison qui m'avait rongé de l'intérieur. Peut-être, ai-je finalement répondu. Un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore en train de guérir. Je comprends. Elle pleurait maintenant, de bas sanglots qu'elle essayait d'étouffer. Merci d'avoir répondu. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, Isabelle. Prends soin de ton fils. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et cette fois, quand j'ai posé le téléphone sur la table de chevet, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais c'était la paix. Une petite mesure de paix. 6 mois plus tard, j'ai vendu l'appartement de la rue des Acacias. Les souvenirs y étaient trop lourds, chaque pièce hantée par les fantômes de ce que nous pensions devenir. J'ai acheté un endroit plus petit dans le Marais, plus près du travail. Un nouveau départ. J'ai continué à travailler chez Création Ferrier. J'ai été promu chef d'atelier 6 mois après le divorce. Mon patron a dit qu'il admirait ma résilience, ma capacité à me concentrer sur le travail même pendant les moments difficiles. Je ne lui ai pas dit que le travail était la seule chose qui me maintenait sain d'esprit, la seule chose qui avait du sens quand tout le reste s'était effondré. J'ai commencé à suivre des cours du soir à l'université Paris-Cité, gestion d'entreprise, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Maintenant, j'avais du temps. J'avais toutes les soirées que je passais autrefois avec Isabelle, tous les week-ends que nous avions prévu de passer en famille. Alors j'ai rempli ce temps avec la croissance, avec le progrès, avec la construction de quelque chose de nouveau à partir des décombres de mon mariage. Par Michel, mon cousin, j'ai appris qu'Isabelle avait trouvé du travail comme serveuse dans un restaurant à Limoges, près de là où vivaient ses parents. Elle était rentrée chez elle, le bébé sous le bras, vivant dans un petit appartement à l'arrière de la maison de ses parents. Elle travaillait en double service, voyait rarement Lucas éveillé, luttait pour joindre les 2 bouts. Théo Martin avait complètement disparu lorsque les paiements de pension alimentaire pour son premier enfant l'avaient rattrapé. Il y avait des mandats d'arrêt, des poursuites judiciaires, toute une vie de conséquences qui le rattrapaient enfin. Les roses qu'elle avait plantées dans notre jardinière ont flétri et sont mortes l'été après son départ. J'ai arrêté de les arroser à un moment donné. Pas délibérément, j'ai juste oublié. Et quand j'ai finalement remarqué qu'elles étaient brunes et mortes, je n'ai ressenti aucun remords. C'était juste des plantes. Et les plantes meurent quand on ne s'en occupe pas. Tout comme les mariages, tout comme l'amour, tout comme les mensonges qui finissent
par s'effondrer sous leur propre poids. Parfois, assis dans mon nouvel appartement, buvant mon café du matin alors que le soleil se levait sur Paris, je pensais à ce qui aurait pu être. Si Isabelle avait été honnête, si elle avait simplement dit qu'elle était malheureuse, qu'elle voulait quelque chose de différent, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, ça aurait fait mal mais ça aurait été propre, honnête. Mais elle a choisi la tromperie, elle a choisi la manipulation. Et ce faisant, elle a détruit non seulement notre mariage, mais toute possibilité de conserver le respect, l'amitié ou même des souvenirs décents de ce que nous avions partagé. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau 1 an et demi après le divorce. Florence, une professeure de lycée avec un sourire sincère et des yeux qui ne cachaient rien. Nous y sommes allés doucement, très doucement. Elle savait pour Isabelle, pour la trahison, pour les cicatrices que je portais encore. Et elle a été patiente. « Tu me fais confiance ?» m'a-t-elle demandé un soir alors que nous dînions dans son appartement. « J'apprends à le faire, ai-je répondu honnêtement. La confiance ne vient plus facilement. Je comprends, et je la gagnerai. Chaque jour, je la gagnerai. Et elle l'a fait, avec de petites actions constantes, avec une honnêteté brutale même quand c'était inconfortable, avec de la transparence en tout. Lentement, les murs que j'avais construits ont commencé à tomber. Parfois, je pensais encore à Isabelle. Je me demandais comment elle allait, comment Lucas grandissait, si elle avait trouvé un semblant de bonheur. Mais ces pensées venaient de moins en moins souvent. Et quand elles venaient, elles étaient dépourvues d'émotion. Elle était juste quelqu'un que j'avais connu autrefois, quelqu'un qui avait pris de mauvaises décisions et en avait payé le prix. La vérité, ai-je réalisé, ne concernait pas la vengeance. Il ne s'agissait pas de la faire souffrir ou de prouver que j'avais raison. La vérité consistait simplement à me protéger, à refuser d'être complice de ma propre destruction. Et en cela au moins, j'avais réussi. Parfois, la vérité est la seule justice que nous obtenons. Mais c'est suffisant. Ça doit être suffisant. Parce qu'à la fin, nous vivons avec les choix que nous faisons et ces choix nous définissent plus que toute autre chose. Isabelle a choisi la trahison et a tout perdu. J'ai choisi la vérité et j'ai récupéré ma vie. Et c'est ça, après tout, la différence entre nous.